Un petit peu d'IA et des LLM pour améliorer la découverte de votre patrimoine de données. Donc l'année dernière, j'avais fait une présentation à ce sujet, c'était un petit peu nouveau, en tout cas chez nous et dans le monde de la géo. Je vais montrer aujourd'hui en gros les avancées qu'on a eues cette année, où on en est, ce qu'on va faire l'année prochaine, etc. Enfin, ce qu'on va continuer à faire. Donc je vais commencer la présentation par un statement, une phrase, voilà. Un constat. 80% des projets IA échouent et seulement 30% dépassent le stade de pilote. Donc c'est des études qui ont été faites, qui sont assez révélatrices de ce que propose l'IA aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de hype, de mouvements faits autour de l'IA, de l'LLM et des chats GPT. Donc beaucoup de startups, de boîtes ont commencé à faire des produits parce qu'on peut s'amuser avec ces technologies assez facilement. Après, réussir à faire des produits, des outils et des services qui fonctionnent et qui apportent une vraie utilité, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais essayer de montrer un petit peu où on en est et les enseignements qu'on a tirés pour pouvoir essayer de faire partie de ces 30% et de voir comment on va intégrer ça dans le chatbot Orchestra pour la région Data Grand Est. Donc, je ne sais pas si on appelle ça chatbot DGE ou chatbot Orchestra. En tout cas, on a commencé le développement d'un chatbot pour interagir avec une plateforme GeoOrchestra pour le Grand Est. D'habitude, quand je fais une présentation IA, je commence par montrer un petit peu ce que ça peut faire. Donc, c'est quelque chose que j'avais montré l'année dernière déjà. Donc l'idée quand on pense au LLM et au géospatial, c'est, alors je vais voir, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc c'est de se dire, on a une carte, on a des données géographiques et l'idée c'est que, en fait, je veux demander ce que je veux sans savoir les données qu'il y a à disposition, sans savoir ce qu'elles contiennent. Moi, ce que je veux, c'est des réponses à mes questions et je veux interroger la plateforme. Donc là, dans cet exemple, c'est un exemple très simple. Je sais que ça marche à peu près. Je demande les montagnes de plus de 4000 mètres en Suisse. Il va comprendre ce que je veux, les montagnes, il va comprendre qu'il y a un filtre, il va comprendre qu'il y a une B-box, une emprise sur la Suisse. Il va faire une requête et il va me retourner les montagnes de plus de 4000 mètres en Suisse. Donc c'est à peu près ce que je voulais. Ça, bien sûr, c'est un prototype. Si je mets une autre question un peu plus compliquée, il ne va pas être capable de vraiment me répondre parce que là, je connais un peu les données qu'il y a, etc., etc. Donc l'objectif, c'est de démocratiser l'usage des plateformes pour des utilisateurs non experts et c'est d'amplifier la découvrabilité des données et l'usage des données pour finalement qu'elles servent encore plus qu'aujourd'hui. Donc d'abord, je vais faire une petite rétro depuis la dernière présentation que j'avais faite l'année dernière et les enseignements qu'on a appris. Donc en gros, les LLM aujourd'hui, dans le monde du géospatial, ils peuvent améliorer l'expérience de recherche. Donc ça, c'est vraiment assez basique. On fait une recherche, la recherche est meilleure. Je vais montrer un peu pourquoi. Ensuite, ça permet de faire des chatbots. Donc on peut avoir des nouvelles interactions en parlant en langage naturel, etc. Interagir avec des outils, avoir ça comme assistant, comme on pourrait avoir ça comme assistant au jour le jour pour écrire des choses ou traduire ou des choses comme ça. Répondre aux problématiques d'intelligence géographique, c'est des décideurs ou autres, peu importe, d'essayer de faire des analyses un peu plus complexes de la statistique, de l'analyse de données géospatiales, tout en parlant, par exemple, je ne sais pas, dans quelle région implanter des éoliennes en fonction de la consommation énergétique et du vent, j'en sais rien, des choses comme ça. Enrichir les données, donc l'IA peut générer de la donnée, donc enrichir les données et les métadonnées. Piloter vos outils SIG, donc ça je montrerai un petit peu après, on va un petit peu au-delà et on arrive à interagir directement avec les outils. Donc dans la recherche, globalement ce que je vais montrer aujourd'hui c'est la recherche sémantique, j'en avais parlé l'année dernière déjà, mais il y a plein de choses qui permettent d'améliorer la recherche. Ce qu'il faut savoir c'est que dans une recherche comme GeoNetwork, c'est une recherche lexicale, les mots sont très importants. Si le mot tombe, pluie ça marche, s'il y a précipitation ça ne marche pas. Donc on peut générer des synonymes, dire génère-moi tous les synonymes de pluie, comme ça je vais avoir plus de chances de tomber sur le bon mot qu'il y a dans la métadonnée.
On peut reformuler la question, on peut faire des choses. Donc la recherche sémantique, c'est aussi, j'en avais un petit peu parlé, c'est pour numériser le sens d'un texte. Donc on le vectorise dans une base avec des milliers de dimensions, ou une dimension, ça peut être, est-ce que ça parle de l'environnement, est-ce que ça parle de la météo, est-ce que c'est quelque chose qui est gentil, est-ce que c'est quelque chose qui est froid, voilà. Et au fur et à mesure de toutes ces dimensions, on va lui mettre un score sur chacun, bah, ça va déterminer un petit peu le sens des choses. Et on va pouvoir faire une recherche dessus. Donc par exemple, la requête, elle est encodée, voilà, est-ce qu'il pleut souvent à Rennes? Elle va être encodée ici dans le référentiel de la base de données vectorielle. Et puis, toutes les métadonnées qui parlent de pluie ou pas vont être dans le même référentiel et on va trouver la plus proche, donc c'est une distance euclidienne. Donc, il n'y a pas de magie. Et on va dire, OK, ça a l'air de parler de la même chose. Et du coup, on va retourner ce résultat. Du coup, ça, c'est bon, quelque chose que j'avais publié, mais je ne pense pas que je l'avais montré l'année dernière. C'est juste pour illustrer un petit peu. Donc, c'est un catalogue GeoNetwork. À gauche, la recherche de GeoNetwork. À droite, une recherche sémantique basique. Et du coup, on voit assez rapidement que selon les mots qu'on met, on va comprendre le sens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est le sens, ça peut être multilingue. Hein, le sens est le même, peu importe la langue. Et là, propreté de l'eau, on retrouve qualité des eaux de baignade, même si je ne tape pas. Et puis gestion des déchets, on va retrouver ça. Et après, je pose une question, par exemple, quand les déchets sont-ils collectés? Et du coup, il comprend quand même que c'est une question, il lui attribue un sens. Et là, on comprend que peut-être qu'on peut commencer à dialoguer avec notre plateforme, même si pour l'instant, on utilise l'IA juste pour faire de la recherche. Voilà, simplement, on indexe nos documents de métadonnées, on les transforme en texte, et puis quand on fait une requête, on l'indexe aussi, on fait une recherche, et les plus proches remontent. Bon, on voit que ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est ce qu'on a, enfin, pour moi, c'est ce que j'appelle un prototype. Donc, des pistes d'amélioration, c'est d'effectuer un système un peu plus complexe qui va introduire un peu plus d'IA. Donc, par exemple, on a une requête, on va extraire ce que l'utilisateur veut, on va extraire où est-ce qu'il le veut, on va extraire d'autres filtres potentiels, etc. Donc, on fait une première appel à un LLM pour comprendre ce que l'utilisateur veut. Ensuite, on fait la recherche sémantique dont je vous ai parlé, mais en même temps, on peut faire une recherche aussi dans GeoNetwork, parce que peut-être qu'on va comparer après lesquels sont meilleurs. On merge les résultats, et après, une fois qu'on a tous ces résultats, on redemande au LLM de lui dire regarde, ça c'était ma question, regarde les résultats que j'ai eus, donc 10 résultats pour la recherche hybride, pour la recherche sémantique, 10 résultats pour GeoNetwork, et montre-moi, dis-moi c'est lesquels les meilleurs résultats, les vrais meilleurs. Et du coup, peut-être qu'un résultat qui arrive en premier va redescendre une fois qu'on redemande au LLM. Donc là, par exemple, il y a deux appels au LLM. Un à gauche, un au re-ranking, et au milieu, en fait, c'est juste de la recherche sémantique. Mais pour indexer les métadonnées dans une base de données vectorielle, on utilise un modèle d'embedding, qui est aussi un modèle de langage, mais qui a été, en gros, appelé en avance, quoi, pendant la préparation des données. Là, je vais faire une petite démo. Donc ça, c'est ce qu'on a implémenté l'année dernière. Alors, est-ce que si c'est là dans le cadre d'un projet avec Sustopo. Donc on a alors c'est pas un chatbot, on a une interface de recherche avec différents agents, donc différentes façons de faire de la recherche pour montrer en fait aux personnes comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est mieux. En fait, l'idée c'est de pas d'essayer de vendre du wow effect ou d'impressionner, c'est juste d'itérer sur comment véritablement améliorer la recherche selon quel agent on utilise, quelles sont les limitations, etc. Donc, par exemple, voilà, montre-moi. Ah, ok, je sais pas. Voilà. Donc voilà, il montre-moi les chemins de randonnée. Donc, il va me retourner des randonnées, etc. Mais bon, voilà, son sentier didactique des autres choses, etc. Pas forcément me montrer les meilleurs jeux de données tels que moi je les connais.
Donc là, on peut itérer donc cette adresse, je pourrais la partager à des gens s'ils veulent. En fait, on peut aussi la répliquer sur un autre, on pourrait la répliquer sur un autre catalogue GeoNetwork. Et du coup, on va voir que on essaye aussi de détailler un petit peu comment fonctionne le processus de recherche. Et l'idée là, c'est d'essayer de tester un peu cette recherche et de voir lequel fonctionne le mieux avec différents filtres ou différentes manière d'interagir. Donc là, on voit si ça vient de la recherche par similarité, de la recherche par GeoNetwork. Et on voit malgré tout, bon, vous pouvez me faire confiance, que finalement, les résultats s'améliorent en fonction des agents qu'on utilise. Et là, on a vraiment les meilleurs résultats. Mais tout ça, ça reste assez expérimental. C'est-à-dire que, voilà, on a mis en place une architecture, on a fait de la recherche sémantique, etc. On a fait du re-ranking. Mais est-ce que ça marche vraiment? Voilà, ça, je ne saurais pas le dire. Pour moi, c'est pas parfait. On ne peut pas vraiment se reposer là-dessus. Donc là, l'objectif cette année, c'est de mettre tout ça en production dans le cadre du contrat avec le chatbot pour la région de Grand Est. Donc je rappelle un petit peu ça, hein, que finalement, là où on en est, là où on en était l'année dernière, je dirais qu'on en était au stade de prototype. Donc pourquoi les projets IA échouent? Bon, souvent, il y a trop d'attentes. Voilà. ChatGPT, c'est de la magie. On a l'impression qu'on peut tout faire. Il n'y a qu'à demander à l'IA. On s'aperçoit, on va avoir du feedback assez intéressant, tant les LLM que ce qui analyse les images satellites, qu'en fait, ça ne marche pas non plus pour tout et à tous les coups. Ensuite, c'est parce que les spécifications sont un petit peu pas forcément assez claires sur ce qu'on veut, à quel usage on veut que ça réponde. Voilà, c'est pas juste quelque chose pour faire joli ou pour montrer qu'on sait faire de la technologie ou pour amuser. Il faut vraiment que ça aide, sinon ça sert à rien. Et ensuite, les données, c'est très important. C'est-à-dire que si les métadonnées, dans notre cas, pour rechercher, sont pas bonnes, on va avoir beaucoup de mal à trouver. Donc, comme on dit, garbage in, garbage out. Et puis, le manque d'expertise, c'est un domaine qui évolue extrêmement vite, qui est assez complexe malgré tout. Donc, il faut quand même des moyens humains, technologiques, des cerveaux qui bossent dessus un peu à plein temps. Donc, ce qu'on met en place pour la région Grand Est, donc j'en avais parlé aussi, un RAG, c'est une technique pour utiliser l'IA sans non plus fine-tuner des modèles ou créer ses propres modèles. Donc, c'est un peu ce que j'ai montré. En fait, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est les 4 premières phases. Donc, la base de connaissances, c'est les métadonnées qui sont indexées dans une base vectorielle. La requête, elle est traduite en vecteur. L'utilisateur envoie un prompt en bleu. Et on calcule la distance et on a nos résultats. Si on veut parler, si on veut lui demander de nous générer une phrase avec les résultats qu'il a retrouvés, c'est ce qui s'appelle la phase de génération du RAG. Donc on va renvoyer la métadonnée qu'on a choisie à la fin ou celle qui répond le mieux et on lui dit tiens, l'utilisateur a demandé ça, voici les données que j'ai, fais-lui une réponse. Et là, il va faire sa réponse en langage naturel et on va pouvoir interagir avec lui. Donc le principe du RAG, c'est de nourrir soi-même sa propre base de connaissances, puisque le modèle, le LLM, n'a pas été entraîné sur nos données ni nos métadonnées. Donc l'idée, c'est de lui donner le plus de contexte possible à partir de nos propres données pour que le LLM, qui est indépendant, réponde au mieux à la question. Donc la qualité du RAG dépend de la qualité de la recherche, qui dépend de la qualité des données. Donc les données, bon voilà, je les cite. Voilà. Est-ce que les données sont disponibles? Est-ce qu'elles sont sont de qualité? Quelle est la gouvernance, etc. Le cadre juridique, le format, si on veut appeler. Est-ce qu'il y a des API? Est-ce qu'on peut les utiliser, etc. Pour professionnaliser un peu notre système, pour aller au-delà de juste une recherche sémantique, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Une chose qu'on peut mettre en place, ce serait par exemple de jouer sur l'embedding. Bon, ça c'est un petit peu complexe, c'est-à-dire que le texte qu'on va indexer dans la base de données vectorielle, est-ce qu'il vaut mieux prendre toute la métadonnée, la description, est-ce qu'il vaut mieux le découper pour avoir plus de chances de retomber sur quelque chose de cohérent, etc.
On a pas mal de projets de recherche qui ont été menés aussi, qui disent que pour mieux trouver une donnée géographique ou une donnée, il faut remplir tout un tas d'attributs ou de descriptions qui n'ont rien à voir avec la métadonnée. Par exemple, dans quel cadre vous souhaitez utiliser cette donnée, est-ce que cette donnée elle est facilement lisible, quel est le contexte, etc. Donc en fait, on se retrouve à transférer une métadonnée ISO ou classique vers un autre schéma, et on vient apporter plus de précision sur la donnée pour qu'en fait le LLM puisse plus facilement le trouver. Donc ça aussi, on va faire des tests là-dessus. Un dernier exemple ici que je mets ici, et qui est très important, c'est que les LLM, là où ils ont beaucoup de mal, c'est à contextualiser la question. Donc contextualiser, ça veut dire donner du contexte aux informations. Donc là, j'ai un exemple qui est très bien, c'est par exemple, je veux nager à Vevey. Bon, c'est parce que c'est une ville en Suisse. Là, en fait, il va me retourner des choses sur la faune. Des trucs un peu bizarres, alors que moi, je voudrais en fait juste les piscines. Pourquoi? Parce que nager, il n'a pas du tout de contexte. Pour lui, les poissons, ça nage. Les animaux dans l'eau, ça nage, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est réussir à contextualiser l'information. Donc c'est aussi ce que je décrivais juste avant, de transposer la métadonnée vers une autre description, c'est donner du contexte. Et du coup, par exemple, si le projet se ferait dans le cas du jumeau numérique de la France, on va pouvoir encore développer l'expertise du LLM sur des données beaucoup mieux structurées grâce à des ontologies, des schémas, des concepts, etc. Donc, au lieu d'aller dans une base de données, de métadonnées, on irait dans un graphe de connaissances et avoir beaucoup plus, des bien meilleurs résultats sur le contexte. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais j'avais 20 minutes, donc voilà. Quelque chose qui est très important, ça c'est fini, ça veut dire? C'est de tester. Bon, alors, en fait, je pensais que j'avais 20 minutes. Alors, je vais juste quand même montrer, avant de terminer, où est-ce qu'on voudrait aller. Donc, ce qui est important, bon, c'est de tester. Là, je montrais juste que, en fait, pour itérer sur tout ce RAG, sur les prompts qu'on appelle, etc., ce qui est important, c'est avec le partenaire, la personne qui implémente, qui connaît son patrimoine, c'est de faire des jeux d'essai, de montrer quelles réponses on s'attend à trouver. Et grâce à des systèmes d'évaluation, on est capable de profiler si le RAG, si notre système de LLM s'améliore ou se détériore en fonction du temps. Donc ça, c'est hyper important pour aller en production et avoir du succès. Donc on trace nos appels LLM, nos agents, on comprend exactement ce qui se passe entre chaque phase et on donne un score à la réponse. Le chatbot GeoOrchestra, au lieu d'aller que dans les métadonnées, on imaginait qu'il pouvait aussi aller dans la documentation, dans des documents comme des news, des articles, etc., dans le CMS. Donc c'est le même principe. On vient tout indexer dans une base de données vectorielle et lors de la recherche sémantique, on peut savoir si on répond une documentation, on répond une donnée, on répond un contact, etc. Après, voilà, donc c'est juste la chose sur laquelle je veux finir. Là, pour l'instant, c'est très basique. La recherche, c'est le R et le A du RAG. Faire un chatbot, il y a un peu de génération, mais c'est quand même assez simple. Aujourd'hui, on parle d'IA agentique et de raisonnement. C'est-à-dire que l'IA, en fait, elle va raisonner jusqu'à répondre à la question. Elle va raisonner grâce à des outils qu'on va lui donner. Par exemple, ici, l'IA, je lui demande l'altitude de Wabern et je lui dis, il sait qu'il a deux fonctions. Une fonction qui récupère la localisation, XY, et une fonction qui récupère l'altitude à partir du XY. Et dans son raisonnement, il va comprendre qu'il faut qu'il appelle d'abord la première fonction, ensuite la deuxième fonction, pour trouver le résultat. Et donc ça s'appelle les tools et le function calling et le raisonnement, hein, quand on parle des LLM qui raisonnent. Et il y a une norme pour savoir à quoi on a accès, à quoi le LLM pourrait avoir accès, c'est le MCP.
Donc, qui liste un petit peu toutes les fonctions qu'on peut appeler, que le LLM a le droit d'appeler pendant son raisonnement. Et je vais faire juste une démo pour terminer. Donc là, j'ai un projet QGIS, par exemple, avec deux couches de lamelles et une couche OSM. Et grâce au MCP, je vais pouvoir appeler un LLM, donc OpenAI, et il va savoir ce que QGIS est capable de faire, et il va être capable d'interagir avec QGIS. Donc là, pourquoi je monte ça? Parce que à terme, pour aller plus loin que juste de la recherche et interagir vraiment avec toutes les composantes de notre plateforme, je montre un peu les technologies qui sont disponibles et qu'est-ce qui émerge. Donc là, en gros, j'ai un agent qui est ici à gauche, qui résonne et qui interroge QGIS pour savoir, en gros, qu'est-ce qu'il a comme couche, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont ses capacités. Alors, bon, je vais aller sur un... je vais juste reposer exactement la même question parce que ça a marché tout à l'heure. History. Donc je lui pose ma question et lui, par exemple, je lui parle des stations de métro et donc concrètement, il va comprendre qu'il doit aller savoir ce qu'il y a comme couche dans mon projet QGIS. Il va trouver des couches. Il va comprendre que... Ah oui, mais j'ai pas la couche métro, c'est pour ça en fait. Ah si, c'est celle-là. Si, je l'ai, mobilité station. Donc il va comprendre que je m'intéresse à cette couche et puis il va voir ce qu'il est capable de faire. Donc il regarde, il voit qu'il a des fonctions de style, qu'il est capable de faire du changer le style, etc. Alors bon, c'est dommage là. Je pourrais refaire une démo tout à l'heure, mais là comme... Alors bien sûr, ah si, ça y est. Il nous demande de pouvoir accéder à QGIS. Et là, en gros, il a fait deux choses. Déjà, il a compris que je ne les voyais pas bien, donc il me les a grossis. Et puis, il a compris que je voulais voir des lignes de métro et pas juste des stations. Donc, il a compris que dans le schéma, il y avait un paramètre ligne et qu'il y avait des valeurs distinctes sur la ligne. Et il a fait tout seul un style. Donc, si je montre ça, c'est parce que pour moi, l'idée, après cette première phase de chatbot de recherche, c'est de transformer ce chatbot en agent de raisonnement qui serait capable de connaître toutes les facultés d'une plateforme GeoOrchestra et de pouvoir aller faire des opérations dessus. Et du coup, on pourrait plus facilement, peut-être générer des cartes, répondre à des questions et faire du process qu'on fait tous les jours en clic-bouton. Ça ouvre des nouvelles perspectives sur les plateformes géographiques. Voilà, désolé pour le dépassement. Merci beaucoup.